Pour la première fois de l'histoire, une basilique est financée exclusivement par les habitants de la ville. 5 millions de francs or sont collectés, soit l'équivalent de 20 millions d'euros. L'architecte a carte blanche. Ces constructions vont complètement échapper, notamment à la police architecturale de l'État. C'est ce qui explique l'entière liberté qu'aura l'architecte Baussan pour mener à bien ce projet complètement chimérique. Le succès de l'appel aux dons permet à Pierre Baussan de mettre son projet fou en œuvre. Il souhaite que la basilique surplombe et domine la ville, qu'elle devienne le nouveau phare de Lyon. Pour cela, il va s'avancer le plus possible dans le vide, quitte à défier les lois de la physique. L'idée de la mettre en extrême, en limite de la colline, c'était pour que ce bâtiment, cette muraille, elle se voit de partout. Avant même le début de la construction, Pierre Baussan doit abandonner le projet de sa vie. Vieillissant et malade, il confie le chantier à l'architecte Sainte-Marie Perrin, mais supervise à distance l'avancée des travaux, et notamment les fondations, car la colline de Fourvière est loin d'être stable. On est dans une des premières implantations de Lyon. On ne sait pas du tout à cette époque-là ce qu'il y a dessous. On va forcément rencontrer des difficultés. L'architecte est contraint de revoir son plan. Il va reculer de quelques mètres l'emplacement de la basilique pour espérer gagner en stabilité. Les travaux commencent le 8 novembre 1872. L'objectif est d'abord d'ancrer profondément le monument sur les pentes glissantes de la colline. Nous allons faire des fondations très profondes, à 26 mètres de profondeur. Nous n'allons pas rencontrer le roc, mais on va établir la première pierre sur un lit de gravier. C'est à 30 mètres du sommet que les ouvriers commencent à creuser ce qui deviendra l'abside de la basilique. Ils traversent de nombreuses couches géologiques sur 26 mètres de profondeur. L'équivalent d'un immeuble de 10 étages est retiré. Afin de s'assurer de la stabilité du futur édifice, les fondations en arc de cercle sont construites à l'aide de 8 axes allant dans toutes les directions. Ainsi, les forces et les mouvements du sol peuvent être contrés de toutes parts. Ils vont employer effectivement des bastins. À cette époque-là, on faisait des bastins de bois et on triangule tout ça de manière à être sûr que ça tienne bien et qu'on puisse installer les fondations dedans. Malgré de nombreux éboulements, 16 000 mètres cubes de pierre sont retirés et les fondations prennent forme. Difficile de s'en rendre compte depuis l'extérieur, mais les plans prévoient en réalité une double église. Cette astuce architecturale permet de remonter le sol et de créer une base plane capable d'accueillir l'immense basilique. Quand vous regardez une coupe longitudinale, on voit très bien en fait que le sol qui est sous la crypte, il est franchement en déclivité. On va d'abord construire l'église inférieure, le chœur, on consacre l'autel du chœur, ensuite on construit l'église supérieure et dès qu'on peut, on consacre l'autel avant d'avoir terminé. Il est évident qu'on voulait que les choses soient opérationnelles le plus vite possible. Les fondations et l'église basse sont construites en l'espace de 2 ans. Désormais, les ouvriers doivent bâtir la basilique de 86 mètres de long sur 35 mètres de large et élever l'ensemble à 48 mètres de hauteur. Mais ils ont une contrainte, imposée par l'architecte. Dans le cahier des charges de Sainte-Marie Perrin aux entreprises, il y avait aussi une obligation de ne mettre d'échafaudage qu'à l'intérieur. Cette exigence permet de conserver la pureté de la façade car si les échafaudages avaient été installés à l'extérieur, il aurait fallu les ancrer dans les pierres puis reboucher les trous au risque d'altérer le monument. À l'intérieur, les mosaïques recouvrent les murs
et dissimule les traces laissées par les échafaudages. Au fur et à mesure de la construction, les colonnes s'élèvent jusqu'à 15 mètres de hauteur. L'objectif de l'architecte est d'obtenir une structure résistante, mais également fine et élégante. Pour cela, le plafond doit être composé de matériaux extrêmement légers. Toutes les voûtes, par exemple, sont faites avec des pierres très légères. C'est des tufs. Et les tufs sont des pierres creuses avec des alvéoles dedans, un peu comme la pierre ponce. Et comme vous le savez, la pierre ponce, dans le bain, ça flotte. Et là, c'est des pierres donc très légères. Ça permet de diminuer toutes les poussées sur les murs et de diminuer le risque de basculement des murs. L'emplacement de chaque pierre a été pensé en fonction de sa capacité de compression, de sa masse, mais également de sa couleur. Les contemporains de Pierre Bossand comparent la basilique à de l'orfèvrerie. Le fait que son père ait été tailleur de pierre et que lui ait une connaissance de la pierre très précise l'a amené à avoir des exigences de teinte, de veine, de rendu de la lumière sur une pierre suivant comme elle est taillée. Ça, il savait ce que ça allait donner. Il en connaissait le résultat à l'avance et du coup, je pense oui, ça l'a amené à faire des choix. Et c'est pour ça qu'on a une telle variété. Au total, plus de 45 natures de pierres différentes sont employées à travers la basilique. Les pierres viennent du monde entier, aussi bien des pays du Nord que d'Afrique. Elles parcourent parfois des milliers de kilomètres pour arriver sur le chantier de la basilique de Fourvière. On a une foison de marbres multicolores. On a les marbres de l'Afrique du Nord, on a les pierres de Madagascar. C'est extraordinaire. Et là, tout ce décor vient des possessions françaises. Avant d'être utilisée pour la construction, chaque pierre est analysée, auscultée par l'architecte. Il était capable de déterminer si ce filon-là était bon, si cette colonne, il fallait la refuser parce qu'elle avait une fissure, même très délicate à voir. Il avait une grande connaissance des matériaux, très fine, et de comment on les mettait en œuvre. À mesure que la basilique de Fourvière se construit, les Lyonnais découvrent un monument étonnant, d'un style architectural totalement inconnu dans la région. Bossand est une figure tout à fait atypique de l'architecture du XIXe siècle, qui n'a aucun équivalent en France à la même époque. Il allie la grande qualité des matériaux avec une idée spirituelle. Le rêve de l'architecte Pierre Bossand est sur le point d'aboutir, plus de 50 ans après ses premiers croquis. Mais une contrainte de taille va l'obliger à réduire ses ambitions. Les caisses de la fondation de Fourvière sont vides. Impossible de finir la basilique telle qu'il l'avait imaginée. Les possédants sont moins possédants, on va dire. Il y a plus d'impôts, il y a l'impôt sur le revenu qui se met en place, il y a l'impôt sur les successions, ainsi de suite. Et puis l'économie tourne moins bien, donc on sent un ralentissement très net dès les années 1900. Et puis évidemment arrive la Première Guerre mondiale qui économiquement est une catastrophe. Les sculpteurs, censés donner vie à la pierre, sont renvoyés chez eux et laissent la basilique en chantier.